Je commence par vous remercier, vous en personne, pour l'invitation et l'ensemble des intervenants aujourd'hui et dans les différentes occasions précédentes. C'est un honneur et quelque chose qui est assez intimidant, donc je suis très content d'avoir été invité. Je vais faire une intervention à partir de là où je me trouve, c'est-à-dire d'un intervenant en formation des enseignants en particulier. Donc ma perspective, elle est d'abord celle d'un formateur préoccupé par l'évolution de la formation et peut-être en particulier l'évolution et en lien avec l'évolution du métier d'enseignant ou du travail enseignant plus largement. Une des questions que je me pose, me concerne surtout en fait les savoirs, si on veut, en formation pour les futurs enseignants. C'est dans cette perspective plutôt que je vais intervenir. Une question, disons plus précisément, ce serait, là, pour ce qui me concerne, étant donné ma formation, quelle philosophie pour la formation des enseignants, mais ça va bien au-delà. Et j'aborde les choses du point de vue de ce que j'appelle philosophie sociale, avec un intérêt pour la philosophie du travail aussi, et plus particulièrement basé sur l'ensemble des théories de la démocratie ou des modèles de l'éducation démocratique qu'il faut dire très anglo-saxons dans leur développement, en tout cas pour ce que j'en connais. Donc la perspective de la démocratisation des lieux de travail au sens large me paraît bien aider à comprendre la manière dont je vais intervenir. Je dirai après comment j'ai reçu les questions. Donc, évidemment, ce genre de discours que je vais tenir a quelque chose d'assez utopique. C'est pas que j'ignore la réalité, les difficultés, bien au contraire, mais il y a une valeur, si on veut, critique de l'utopie qui me paraît intéressant. Et je m'intéresse aussi à la question de l'imagination comme faculté politique, si on veut, et en particulier dans le travail avec les jeunes et les futurs enseignants. Donc on part à Genève, d'où je parle, on a la chance d'avoir une formation longue qui est assez incomparable avec celle que vous connaissez en France en particulier, qui dure 4 ans et qui, d'une certaine manière, pourrait durer plus longtemps. Et qui a une caractéristique qui me paraît importante aussi, c'est d'être, en tout cas pour l'instant, et en tout cas pour les métiers du primaire, donc des premiers degrés de la scolarité, d'être une formation pour enseignants généralistes. Ça paraît important, c'est comme ça qu'on les appelle souvent ici. En France, on parlera de polyvalence plutôt, mais on n'utilise pas ce terme. Donc la question de l'enseignant généraliste me paraît assez intéressante à discuter plus largement. Donc, les questions étaient difficiles. Et en préambule, je vais expliquer. Au fond, j'ai choisi d'intervenir sur les deux questions, la question 1 et la question 3, avec un préambule en quelque sorte qui leur donne un thème commun, ce que je propose d'appeler des phénomènes d'entrée. Donc, entrer selon certaines expressions fameuses, entrer dans la culture, entrer dans l'écrit, entrer dans un métier, entrer dans un milieu, entrer dans une discussion, dans une conversation, et peut-être au sens plus large encore, entrer dans un ordre symbolique ou pourquoi pas dans une institution. Donc, cette question des phénomènes d'entrée me paraît être une façon assez large d'aborder la question, si on veut, de l'anthropologie au sens large, ce sera le fond de mon intervention, mais la question de l'entrée pose au fond la question de la préparation et de l'accompagnement à l'entrée en termes, disons, de patience ou de longueur de temps, et avec des enjeux à chaque palier, au fond, à chaque nouvelle entrée, on pourrait dire, ou à chaque nouveau seuil, si on veut filer la métaphore du seuil. J'ajoute que ce phénomène d'entrée, au fond, et j'en dirai un peu plus en évoquant la question 1, relève au fond d'une approche très anthropologique, je l'ai dit, mais encore plus biologique en quelque sorte même, ou paléontologique. Je m'appuie en particulier sur Bernard Charlot, ou une approche d'anthropologie de l'éducation et qui s'intéresse à des phénomènes fondamentaux en lien avec ce que lui-même évoquera comme néothénie, c'est-à-dire la dépendance fondamentale qui est la nôtre comme être humain face à l'accompagnement, et qui définit d'une certaine manière une socialité fondamentale, puisqu'on est en quelque sorte
par nature inachevé ou comme on peut dire d'une certaine manière intrinsèquement prématuré, comme le dit, comme on peut le trouver sur Wikipédia, la définition de néothénie. Donc la vulnérabilité fondamentale a quelque chose d'un très commun d'une certaine manière. J'ajoute que dans la perspective du care anglo-saxonne, dans ce qu'elle a de plus politique, la vulnérabilité, c'est celle de tous, y compris celle des privilégiés. Ça paraît assez important. Donc j'insisterai en quelque sorte sur la notion de dépendance, en écho notamment aux travaux de Bruno Latour sur la question de à quoi suis-je prêt à dépendre et de quels sont mes liens de dépendance, en essayant de tenir à distance, au fond, la question des identités, telle qu'il le propose, et pour s'intéresser plutôt à la question donc, des dépendances, et en particulier avec un ancrage territorial. Donc, comme on était invité à le faire, j'ai cherché à répondre, et je ne crois pas que j'y réponds. Disons que je discute les questions plus qu'autre chose, en particulier la question 1, pour commencer, avec cette question que j'ai abordée, là aussi à travers une approche, disons, anthropologique ou phénoménologique, qui est en lien avec la question de l'entrée, et qui est basée sur certains travaux de phénoménologues qui s'appuient eux-mêmes sur des travaux si on veut, de la biologie évolutionniste ou de l'éthologie, et avec cette question de ce qu'on appelle la différence anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous distingue de l'animal, et qui conduit à définir en quelque sorte l'être humain comme un animal qui est capable de prédication et de caractérisation du monde. Autrement dit, l'homme est un animal qui peut prendre le monde comme objet, et comme objet commun, et potentiellement comme objet commun de connaissance, avec une expression intéressante qui est empruntée au philosophe Husserl, comment des habitualités pratiques deviennent des substrats de connaissances possibles. J'essaierai de donner quelque chose de plus proche de la question éducative à cet égard de connaissances possibles. Donc la question 1, je l'aborde d'une certaine manière sous l'angle anthropologique, en partie pour ne pas entrer, et pour plutôt en posant la question de quel genre de savoir serait potentiellement à aborder en formation des enseignants. Et je pense qu'une certaine forme d'anthropologie pourrait en partie, en tout cas, poser des questions en termes, puisque c'est ce qui nous était proposé, en termes d'universalité de la condition humaine, d'entrer par des caractéristiques anthropologiques générales qu'on pourrait introduire en termes de faits symboliques, donc être capable de manipuler des symboles, fait interactif, le faire en relation avec d'autres, ce que j'appellerais un fait pragmatique, c'est-à-dire avoir affaire à des objets ou à des choses ou à des affaires, ce que j'appellerais aussi un fait instrumental, c'est-à-dire la capacité de manipuler, de produire des instruments. On pourrait ajouter le fait institutionnel, pourquoi pas le fait communautaire, et évidemment le fait didactique, puisqu'on apprend aussi dans cette discipline que finalement, une des caractéristiques, et même si c'est l'objet de discussion de l'être humain, c'est non seulement d'apprendre, mais aussi d'enseigner. Et peut-être pas seulement, et certainement pas d'abord dans des systèmes formalisés. Donc une approche assez anthropologique et méthodologique, au fond, pour introduire en quelque sorte au fait de la culture, dans le sens où la question 1 l'envisageait, à savoir être cultivé dans un sens assez général, c'est-à-dire avoir affaire en quelque sorte, ou être pris dans des systèmes symboliques. Je vais assez vite, évidemment, et je répondrai volontiers à des questions s'il y en a. Donc, la question 3, ensuite, j'ai choisi cette question en particulier parce qu'elle était problématique, et je vais faire un petit peu comme Bernard. Je me lis de discuter en quelque sorte, y compris les termes de la question. La question propose une logique d'inventaire, elle évoque des problèmes auxquels les élèves sont ou seraient confrontés, elle évoque les besoins des élèves, et surtout, elle pose la question en quelque sorte en termes de conscience curriculaire. Et le terme de conscience curriculaire, qui d'ailleurs a déjà été théorisé ou développé, pose problème d'une certaine manière dans mon approche qui se veut
ou qui se réclament d'une approche assez pragmatique et même pragmatiste au sens philosophique, qui d'une certaine manière, va substituer des questions, en termes de vocabulaire, plutôt la question des pratiques à la question de la conscience, d'une certaine manière. Donc la question, ce serait non seulement est-ce que c'est une conscience curriculaire dont il est question, est-ce qu'il est question de pratiques curriculaires, notamment de la part des enseignants qu'on pourrait impliquer dans ce qu'on pourrait appeler des ateliers, ou dans une certaine forme de recherche. Donc je pose la question finalement de la participation des enseignants éventuellement, et surtout des jeunes enseignants et enseignants, à cette question d'une certaine manière, de la pratique curriculaire, et en particulier, en quelque sorte, face ou à partir des pratiques sociales, et on comprendra en quelque sorte que ma perspective sur le curriculum relève plutôt des pratiques sociales, des pratiques existantes dans la société, plus que d'un ancrage disciplinaire, d'une certaine manière, a priori. Donc cette logique d'inventaire ou d'observatoire, on pourrait dire, elle pose au fond la question de la dévolution, pour utiliser un terme de didacticisme. À qui revient-il de faire cet inventaire, éventuellement, inventaire de quoi? Est-ce qu'on parle des problèmes qui sont confrontés? Qui, d'une certaine manière, fait l'inventaire? Et est-ce que ce n'est pas aux élèves eux-mêmes, en quelque sorte, d'être associés à ce qu'on pourrait appeler la problématisation, la co-problématisation, comme ça a été évoqué dans différentes interventions dans les séminaires précédents. Donc, une approche du curriculum centrée davantage sur les pratiques, les situations, avec une approche assez, disons, décomplexée par les compétences, qui d'une certaine manière pose la question de la nature même des curriculums qu'on voudrait construire, et de savoir est-ce qu'on entre par les débats fondamentalement classiques, est-ce qu'on entre par les savoirs, les disciplines, ou est-ce qu'on entre par les situations critiques de la vie, ou les expériences qu'on pourrait ajouter, pourquoi pas les problèmes, dans une logique finalement, d'une certaine manière, plus inductive, qui est d'ailleurs est peut-être assez délibérément plus utilitariste que celle de Bernard. C'est un point de débat, évidemment. Donc une entrée par les expériences, les problèmes, avec la question d'une certaine manière du choix des compétences. Et c'est une question ouverte de savoir, à partir de là, quelles compétences privilégier, quelles situations privilégier, quelles pratiques privilégier, est-ce qu'il en faut beaucoup, peu, est-ce que finalement on doit entrer dans une logique d'inventaire, de programme. La question, quand on adopte une perspective pragmatique, centrée sur finalement les besoins, est-ce que finalement on a la capacité de dresser des tableaux systématiques? Donc je suis très conscient d'être quelque part en contre-pied d'une approche programmatique. Mais je vais revenir maintenant sur la question du phénomène d'entrée, avec peut-être la proposition, comment dire, ça a déjà été évoqué, notamment par Bernard, de qu'est-ce qu'on fait de la réalité. Il l'a évoqué en disant que quelque part les élèves eux-mêmes faisaient évoluer les systèmes disciplinaires, et là on a une question intéressante. Pour évoquer ce que j'appelle le phénomène d'entrée, je vais m'appuyer sur des propositions, notamment une expression un peu incidente, au fond, mise entre guillemets d'ailleurs, de Bautier et Guagou, qui évoque la question du registre, en quelque sorte, infradidactique. Je vais revenir sur la question des registres, là aussi, en écho aux propositions de Bautier et Rayou, cette fois, dans leur livre sur les inégalités d'apprentissage. Et la question du phénomène d'entrée me paraît intéressante dans la perspective des faits culturels, on pourrait dire, ou des pratiques culturelles, de savoir est-ce qu'on est capable d'imaginer, d'une certaine manière, vis-à-vis de la distinction des registres, distinctions qui vont produire entre le registre cognitif, le registre identitaire symbolique, le registre culturel, avec cette impression que, au fond, on va très vite au registre cognitif. C'est une manière d'interpeller en quelque sorte une logique disciplinaire
qu'est-ce qu'on fait du registre identitaire symbolique? Qu'est-ce qu'on fait des pratiques existantes? Qu'est-ce qu'on fait de ce point de vue-là de la diversité? Et est-ce qu'on est capable d'imaginer une école qui prend le temps, d'une certaine manière, de l'attitude naturelle face aux pratiques, en prenant le risque, là je vais citer Bautier-Rayou, de s'installer en quelque sorte sur ce mode identitaire symbolique où, disent-ils, on aurait affaire à des savoirs moins rigoureux, mais à des savoirs quand même, et à des identités plus incarnées, avec justement une distinction intéressante qu'ils vont faire entre mode mineur et mode majeur, avec cette impression que l'école va très vite, et sur le registre cognitif des apprentissages, et sur la question du mode majeur, de discours très, très élaborés. Donc la question de est-ce qu'on est capable de passer du temps, de créer de ce qu'on pourrait appeler des espaces d'intéressement, là aussi, expression déjà utilisée dans certains séminaires précédents, du temps d'élaboration à partir de l'expérience, quitte à ce qu'on soit amené à induire en quelque sorte, à partir de ces expériences, induire et ensuite proposer éventuellement des savoirs plus rigoureux et prendre des distances avec des identités incarnées. Donc ça pose évidemment la question des compétences fondamentales qui sont derrière, avec la question pour moi des compétences inductives ou d'inférence à partir des situations. On reconnaîtra une certaine forme de fonction de secondarisation qu'on doit, d'une certaine manière, ou qu'on devrait préserver, la capacité de prendre distance avec les expériences, mais en ayant commencé par les élaborer avec tous les langages possibles, d'une certaine manière. Une logique de dérivation épistémologique vis-à-vis de l'expérience, qui inclut d'une certaine manière des possibilités de récit, etc. Donc là, il y aurait toute une réflexion de savoir de quelle nature seraient les interactions, etc. à ce niveau-là. Et ça pose, au fond, une certaine proposition d'un curriculum qui soit ce que j'appellerais responsif. Et ça pose en quelque sorte la question non seulement du rôle des savoirs et de la responsabilité des savoirs vis-à-vis des expériences, mais ça pose la question de la capacité des enseignants, éventuellement d'autres personnels, et c'est bien sûr un enjeu, je l'ai dit dès le début, de formation extrêmement exigeant, extrêmement utopiste, et je ne prétends absolument pas avoir de solution à cette question, mais de positionner en quelque sorte la compétence des disciplines, voire des didacticiens, dans une logique de réponse, et c'est assez classique là aussi dans l'héritage pragmatiste de John Dewey, de réponse à des questions dont on aurait pris le temps de les élaborer, de les entendre, etc. Voilà, c'était quelque part l'essentiel de ma réaction, de ma proposition, en notant qu'au fond, les deux questions sur lesquelles je me suis arrêté évoquent toutes les deux la question du travail. Comment travailler, demande la question 3, à l'échelle des disciplines ou d'une approche plus complexe. Puis la question 1 demande à elle une question encore plus exigeante, en envisageant des capacités réflexives et métacognitives permettant de travailler à la recherche de la vérité. Cette question paraît intéressante, d'une certaine manière, dans une perspective collective. Qu'est-ce que ça veut dire travailler à la recherche de la vérité? Et au fond, j'aimerais terminer par une forme comment dire, de questionnement sur peut-être là aussi issu de ma propre culture, si je peux dire, à la fois suisse, genevoise, mais très nourrie de littérature anglo-américaine, anglo-saxonne en général, qui d'une certaine manière, en particulier du point de vue du pragmatisme philosophique, se demande si le relativisme n'est pas trop souvent caricaturé, discrédité, construit comme un épouvantail, et qu'au fond, peut-être qu'il y a quelque chose là à discuter sur cette peur, on pourrait dire,
du relativisme dont on oublie en quelque sorte qu'il est constitutif ou qui peut l'être en tout cas d'une forme d'approche scientifique. Donc je propose une approche finalement assez anthropologique, assez méthodologique. Là aussi, ça a été évoqué notamment par Philippe Vital dans son intervention dans les séminaires précédents. Donc la question du relativisme, elle est très intéressante, elle est aussi assez provocatrice en quelque sorte, et j'évoquerai là aussi d'une certaine manière la question de l'utilitarisme mis sur la table par Bernard. Est-ce qu'on ne doit pas aussi se demander de quelle utilité, puisque de rejeter toute logique utilitariste, là aussi en quelque sorte occuper le terrain de cette question de l'utilité. Et peut-être la question des compétences reviendra sur la table, peut-être cet après-midi avec M. De Ketele. Aller assez franchement sur des curriculums par compétences, voire des curriculums par problème ou par situation de référence, plus que sur des curriculums construits sur des savoirs disciplinaires. Il va falloir s'arrêter là. Et juste un tout petit mot, un dernier mot pour évoquer un livre qui, pour moi, est une référence en quelque sorte de la situation et qui est en fait en arrière-plan pour moi de la question du curriculum en France. C'est un livre sur la guerre des programmes et l'enseignement de la philosophie qui me paraît très, très symptomatique, qui raconte sur 40 ans quasiment l'extrême difficulté de faire évoluer le programme de philosophie en France et sur un point précis, c'est que le conflit porte sur la possibilité de faire entrer un enseignement par problème dans les programmes de philosophie, en quelque sorte, qui restent d'années, enfin d'évolution en évolution, centrés sur une approche notionnelle, globalement notionnelle, et qui refuse en quelque sorte d'entrer dans une problématisation pragmatique de la philosophie. Mais en fait, on pourrait probablement dire autant pour les autres disciplines. Merci de votre attention.